M7 TV, les 7 jours qui font les Mali. Soyez les bienvenus sur M7 Télévision et Émergence FM pour vous informer en ce vendredi 4 mars 2022 au sommaire ce soir. Réformes électorales et institutionnelles en cours dans notre pays. Quel est l'état des lieux? À cette question, c'est Ibrahim Sango, directeur du POSIM, qui répondra. Et puis, dans le cadre de la célébration du 8 mars, nous irons à la rencontre de Téné Diarra, réparatrice de téléphone, un métier réservé aux hommes. Nous parlerons enfin du sport avec le point de presse de la Fédération malienne de football sur le bilan de la participation des ailes du Mali à la CAN Cameroun 2021. Merci de nous rester fidèles sur M7 Télévision et comme je vous le disais tantôt dans les titres, les réformes électorales et institutionnelles demeurent des enjeux majeurs pour les autorités de la transition en cours dans notre pays. Le retour à l'ordre constitutionnel nécessite la tenue d'élections générales. Dans une interview accordée à notre reporter Amadou Asjara, le président du pôle d'observation citoyenne du Mali, Dr Ibrahim Sango, nous retrace l'état des lieux des réformes en question. On l'écoute. Maintenant, pour les réformes en matière d'élection, il y a beaucoup de réformes à avoir. Il y a d'abord la Constitution à revoir. Parce que si on se plaint toujours de 2002 jusqu'à nos jours, les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle, cela veut dire qu'il faut revoir la Constitution du 25 février qui donne des pouvoirs absolus à la Cour constitutionnelle en matière de proclamation définitive des résultats. Donc, dans le champ des réformes politiques et institutionnelles, nécessairement, on doit revoir la Constitution du 25 février. Maintenant, la difficulté pour revoir cette Constitution du 25 février, c'est que dans la Constitution elle-même, on dit que pour une révision constitutionnelle, il faudrait que l'Assemblée nationale puisse statuer et puis qu'un président légitime puisse dire qu'on va à la réforme de la Constitution. Or, dans de nos jours, il n'y a pas d'Assemblée nationale, il n'y a pas de président légitimement élu. Et aussi, le territoire national n'est pas sous l'emprise de l'État à 100%. Donc ça, c'est des difficultés par rapport à la révision constitutionnelle. Maintenant, par rapport à la loi électorale. La loi électorale, avant le 24 mai 2021, où il y a eu le deuxième coup d'État, tous les partis politiques étaient d'accord qu'on aille à un organe unique de gestion des élections. Mais si on va à un organe unique de gestion des élections, ça veut dire qu'on va toucher obligatoirement la Constitution pour revoir. Parce que l'organe unique de gestion des élections que la classe politique a demandé, c'est un organe qui puisse proclamer les résultats définitifs. Et quand les candidats ne sont pas d'accord, ils puissent se référer à la Cour constitutionnelle. Mais à partir du 24 mai 2021, il y a eu un nouveau gouvernement. Et là, la classe politique a dit qu'elle ne veut plus de l'organe unique de gestion des élections. Parce qu'actuellement, il y a un projet de loi électorale sur la table du CNT qui n'a pas été examiné, mais qui parle de l'érection d'un organe unique de gestion des élections. Ils ont appelé l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE. Mais cette autorité ne fait pas l'unanimité, ne fait même pas le consensus politique, parce que cette EGE est en quelque sorte une copie de la série de 1997. Donc c'est ça un peu l'état des réformes, parce que quand on se réfère à la charte de la transition, les 8 missions qui ont été concentrées à la transition, les réformes politiques font partie, les élections de sortie de crise aussi font partie. Mais à ce jour, il n'y a pas d'avancée majeure, parce que tant qu'il n'y a pas de consensus politique entre les acteurs et le gouvernement, on ne peut pas dire que les réformes vont aboutir. Donc, à notre avis, ce qu'il faut, c'est que le gouvernement puisse rassembler l'ensemble de la classe politique et pour qu'ils se mettent d'accord sur les réformes à mener. Et à notre sens, il y a une réforme majeure, sinon deux réformes majeures qu'il faut mener. Et la première réforme majeure qu'il faut mener pour qu'on puisse aller aux élections législatives de fin de transition, c'est d'abord la révision du mode de scrutin des députés. Parce que le mode de scrutin actuel, c'est le scrutin majoritaire à 2 tours, donc il faudrait qu'on aille au scrutin proportionnel. Le scrutin proportionnel représente mieux les Maliens au sein de l'Assemblée nationale.
La deuxième chose dans le même sens, c'est que aujourd'hui, il y a 19 régions qui ont été créées et on ne doit pas faire les élections législatives sur la base de 49 cercles seulement. On doit revoir les 19 régions. Et en ce sens, il y a le ministère de l'Administration territoriale qui avait produit un document en août 2021 pour dire qu'on peut aller à 137 cercles et 6 communes du district de Bamako. Et si on va à 137 cercles, ça veut dire qu'il faut revoir encore là où on doit faire les élections, parce que selon la loi, les élections, le territoire, c'est les cercles et les communes. Donc on peut faire dans 137 cercles et dans les 6 communes du district de Bamako. Cela va donner encore une meilleure représentativité des Maliens au sein de l'Assemblée nationale. Refermons le chapitre politique pour parler de société avec en toile de fond le traitement réservé à nos servantes ou bornes à tout faire dans nos familles. Pour promouvoir et défendre les intérêts des aides ménagères en vue de lutter contre les injustices à elles faites, tel est le but de la création de l'Association de défense des droits des aides ménagères du Mali, en abrégé ADAD Mali. Cette association sous-régionale regroupant en son sein plus de 1000 membres dont son existence est l'engagement de sa présidente qui fut elle-même aide ménagère. Pour en savoir plus sur le calvaire que vivent ces filles ou femmes de ménage, suivant ce reportage signé Salih Sissoko. Venues pour la majeure partie des villages pour se faire un meilleur avenir, ces filles ou femmes appelées aides ménagères ou bonnes à tout faire constituent de véritables soutiens pour les femmes de la grande ville. Si certaines d'entre elles s'occupent de l'entretien des enfants de leurs employeurs, d'autres font du commerce et autres. Malgré tout, ces aides ménagères sont victimes d'injustice de la part de leurs patronnes. C'est pour bannir ce fléau d'injustice que l'Association de défense des droits des aides ménagères a officiellement vu le jour en 2013. L'initiative de l'ADAD est venue en 2009, officiellement reconnue en 2013. L'ADAD a été mise en place par les aides ménagères elles-mêmes et par un groupe d'aides ménagères. Nos missions, c'est de faire des plaidoyers auprès des autorités pour ratifier les textes, particulièrement la Convention 189 de l'OIT, organiser des activités comme les forums nationaux et sous-régionaux, faire des missions de sensibilisation dans les villages, sensibiliser les parents des filles pour qu'elles aient une idée des dangers que les filles sont confrontées dans leur parcours migratoire. Et aussi, nous avons un centre d'accueil des aides ménagères, nous les orientons, nous les accompagnons et nous les assistons. Il suffit seulement d'être aide ménagère et tu es membre de l'association. Il faut que les communautés changent de comportement envers nous, il faut qu'ils soient un exemple. Et par rapport aux autorités, je leur demande vraiment de ratifier la Convention 189 de l'OIT qui parle vraiment sur la situation de nous, les filles travailleuses domestiques. Avoir un membre de cette association chez soi est conditionné à un contrat, définissant les modalités de travail que celle-ci va entreprendre. Employer la fille est conditionné sous contrat, qu'on appelle ici contrat de protection. Dans ce contrat, nous avons des articles, des clauses et qu'on signe à la présence de l'employeur, de la fille et de la responsable de l'association. Ce contrat se fait à 3 parties, une pour la fille, une pour l'employeur et une pour l'association. Et dans le contrat aussi, chaque tâche est spécifiée avec un montant. Par exemple, si vous voulez prendre une fille pour le babysitting, seulement elle s'occupe du bébé et nettoyer le bébé, son linge, etc. Elle est payée à 10 000 francs avec un jour de repos chaque semaine. Mais dans le cas échéant où vous ne pouvez pas la payer vous pouvez pas la donner son jour de repos, vous la payez. Ou bien si vous pouvez la donner 2 demi-journées de repos qui correspondent à un seul jour. Depuis 2013 à nos jours, nous avons pu orienter 1400 filles dans les ménages. Les personnes concernées par les bienfaits de cette association sous-régionale connaissent-elles son existence et son importance? Ces filles qui en ont fait des aventures avant leur adhésion à l'ADAD nous font des témoignages sur les 2 expériences vécues. J'ai vraiment rencontré beaucoup de difficultés chez ma patronne parce qu'on m'a opérée durant cette grossesse. On m'avait interdit de manger certains repas comme l'haricot et les riz. Mais ma patronne, elle aimait préparer les riz et l'haricot. Donc, elle me donnait ça chaque soir ou chaque matin. Donc, c'est un beau jour, j'ai entendu le nom de l'ADAD à la radio. Donc, j'ai pris directement leur numéro et je les ai contactés. Donc, c'est comme ça que j'ai rencontré l'ADAD.
Donc quand je suis venue au centre de Lalade, j'ai fait 6 mois sans travailler. Elles m'ont soignée. Elles ont fait tout pour que je puisse vraiment aller mieux. Elles m'ont assisté aussi psychologiquement parce que j'étais un peu traumatisée. Donc, j'ai eu la chance d'être secrétaire à l'accueil de Ladad. Quand les filles viennent, je les forme et en nettoyage et en cuisine. Donc, je suis payée aujourd'hui par Ladad à 25 000 francs par mois et j'ai droit à un jour de repos. Avant d'être là, je travaillais chez une patronne et je t'ai payée à 10 000 francs le mois. Elle me maltraitait, elle m'insultait jusqu'à mes parents. Je ne mangeais pas à mes fins et je n'étais pas bien logée aussi. Donc j'ai fait 9 mois et 20 jours chez l'employeur dont elle ne m'a pas payé. Je suis venue à Ladad il y a 2 semaines de cela et l'équipe de supervision a mis des stratégies en place afin que l'employeur puisse payer mon salaire. L'Association de défense des droits des aides ménagères est présente au Mali depuis des années, notamment dans les 6 communes du district de Bamako et 2 démembrements à Koulikoro et Ségou. Si c'est vrai que ces filles ou femmes sont indispensables pour les femmes de la grande ville, ne méritent-elles pas un traitement adéquat? Nous continuons toujours en société pour continuer à parler des difficultés, mais cette fois nous parlons des difficultés dans le domaine des conducteurs et apprentis de Sotrama. Moyen de transport les plus utilisés dans la capitale malienne, les Sotrama constituent de nos jours le véritable moyen de ralliement des quartiers de Bamako. Bien qu'utilisé par bon nombre de citoyens, le secteur connaît des difficultés à tous les niveaux. Dans ce dossier réalisé par Smaïla Dambélé, conducteurs, usagers et apprentis expriment leur courroux par rapport au traitement à eux réservé. Ensuite, se déplacer dans la capitale malienne Bamako n'est pas chose aisée pour les moins nantis du fait du coût relativement élevé du transport. Raison pour laquelle une bonne partie des Bamakois cherchent leur salut auprès des Sotrama, véhicules très prisés et à moindre coût. Mais les conducteurs de ces véhicules qui permettent à bon nombre de Maliens de se déplacer sont confrontés à des difficultés de plusieurs ordres. Nous avons des difficultés avec des clients parce qu'ils sont tous pressés alors que les Sotramas sont en recette. Il faut qu'on essaye de se comprendre. Pour cela, j'appelle toutes les autorités maliennes de voir la situation des conducteurs de Sotramas car nous rencontrons de multiples difficultés vis-à-vis des policiers. Nous avons des difficultés avec des clients parce qu'ils sont tous pressés alors que les Sotramas sont en recette. Il faut qu'on essaye de se comprendre. Pour cela, j'appelle toutes les autorités maliennes de voir la situation des conducteurs de Sotramas car nous rencontrons de multiples difficultés vis-à-vis des policiers. Aux difficultés des conducteurs de Sotrama, il faut ajouter celles de leurs apprentis qui sont très souvent en altercation avec les passagers. Nous avons beaucoup de difficultés dans ce métier comme problème de route, des policiers et des clients aussi. Nous sommes très fatigués. Le gouvernement doit nous aider. Nous avons des difficultés avec des clients parce qu'ils coupent les frais de transport. Je veux qu'on interdise cela. Les usagers, quant à eux, se plaignent des problèmes tels que le manque de respect des apprentis à leurs égards, du non-respect des arrêts indiqués et surtout du surcharge dans les véhicules. En réalité, la circulation du Mali n'est pas bonne du tout. Non seulement il y a de l'embouteillage, l'état des routes laisse à désirer. En plus de ces difficultés, les conducteurs de Sotrama nous mentent tous les jours. Ils nous prennent pour Raïda et nous larguent en cours de route. Les soirs à 17h, les conducteurs peuvent nous faire changer de Sotrama 2 ou 3 fois. Quand ils descendent le pont, souvent ils nous font descendre au niveau de Wuninda, alors qu'au départ on s'était entendu sur Raïda. Je pense que ce n'est pas bon pour les usagers. Les apprentis ne nous respectent pas non plus. Au vu de toutes ces difficultés énumérées par les uns et les autres, il serait important que l'État malien prenne des mesures pour assainir le milieu pour le confort et des usagers et des conducteurs et leurs apprentis. Qu'est-ce qui fait
Qu'est-ce qui fait l'actualité à l'intérieur de notre pays en bref et en images? C'est ce que nous allons voir maintenant dans Zoom sur le Mali et c'est signé ce soir Fatoumata Traoré. Zoom sur le Mali. À Kaï, plus précisément dans le cercle de Baflabé, une dizaine de jeunes de Mopti, Bamako et Kaï sont réunis à Maïna dans le cercle de Baflabé depuis le lundi 28 février 2022. Ils participent à une session de formation sur la fabrication d'aliments pour les poissons locaux. L'activité entre dans le cadre de développement de la pisciculture. Elle est financée par le Bureau de la coopération allemande au développement. Elle prend fin le 5 mars prochain. Des Kaï, nous irons à Koulikoro, plus précisément dans le cercle de Banamba. Une cinquantaine des agents de santé communautaire du district sanitaire de Banamba ont débuté le mardi 1er mars 2022 un atelier de renforcement des capacités sur les maladies infantiles. Il est organisé par le CCRF de Banamba. L'objectif est de doter les participants des connaissances dans la prise en charge du paludisme simple, la diarrhée et la malnutrition aiguë modérée et la malnutrition aiguë sévère sans complications. L'atelier va durer 3 jours. Et enfin, à ce goût, le mouvement malikéléen a organisé le 1er mars 2022 une marche de soutien à la transition. Certains membres du Conseil national de la transition, des leaders religieux et des notabilités de la ville ont pris part à la manifestation. La marche est partie de la tribune du boulevard de l'Indépendance au gouvernorat de la région. Les marcheurs ont remis une déclaration au gouverneur. Le chef de l'exécutif régional a promis de la transmettre aux plus hautes autorités de la transition. C'est tout pour Zoom d'aujourd'hui. Retour à Bamako pour parler du 8 mars et de la mise en valeur de nos femmes battantes. Dans le dossier Les 8 femmes du 8 mars, qui est une série de reportages réalisés par M7 Télévision, mettant en exergue le combat de 8 femmes dans le cadre de la célébration de la journée mondiale dédiée aux femmes. Ce soir, celle dont nous parlons se nomme Téné Diarra, mais plus connue sous le sobriquet français. Cette brave dame exerce ce métier réservé pour la plupart des cas aux hommes pour subvenir à ses besoins. Il s'agit de la réparation de téléphones. Nos reporters Penda Sidibé et Sal Sissoko l'ont suivi dans son atelier. Suivons leurs éléments. Réparatrice de téléphones de son état, Mme Diarra Kayatou Diarra a plus de 15 ans d'expérience dans ce domaine. Amoureuse de ce métier, elle affirme que ce choix n'est pas anodin. Elle nous explique ses motivations pour avoir embrassé cette activité, dans la plupart des cas exercée par des hommes. Je répare des téléphones, toutes sortes de téléphones. J'ai commencé ce métier il y a longtemps, ça vaut 15 ans. C'est un métier que j'ai voulu faire parce qu'avant je vendais des téléphones. Si ce n'était ce métier, j'aurais fait bien pire. J'ai fait plusieurs métiers donc. De par son magasin de téléphone, notre femme battante de la semaine, Mme Diarra Kayatou Diarra, âgée d'une trentaine d'années et mère de 6 enfants, mène d'autres activités génératrices de revenus. Mère de foyer, elle ne manque pas d'accomplir son rôle de pilier de la famille. Comment est-ce qu'elle parvient à tout gérer et joindre les deux bouts? Ce métier n'a eu aucun impact sur mon mariage. J'ai 6 enfants, les premiers ont l'âge de se marier. J'ai tiré profit de ce métier. Ça m'aide à subvenir aux besoins de ma famille. En plus, j'ai le respect des gens et j'ai même eu une parcelle. Je me suis acheté beaucoup de motos et j'en vends également. Malgré ses exploicités, les bienfaits du métier, Français fait face à des accidents de travail qui engendrent de lourdes pertes, d'où ces difficultés rencontrées. Je rencontre beaucoup de difficultés en exerçant ce métier. Des fois, je brise des écrans involontairement. Il m'arrive également d'avoir de petites discordes avec certains clients. Mon objectif est d'agrandir mon magasin. Réparatrice de téléphone pas comme les autres, par sa sagesse, son talent et son sens d'humanité, elle entretient de bonnes relations avec sa clientèle qui apporte témoignage. Elle est très forte. Elle n'arnaque pas les gens. Il n'y a pas de sous-métier,
Il n'y a que des sottes gens, dit l'adage. L'essentiel est d'aimer ce qu'on exerce comme métier. Et notre femme battante de la semaine, Madame Diara Kadiatou Diara, dite français ou encore Téné, en est un illustre exemple. Partir des zéros pour devenir une personne en se faisant de la place dans la société. Vivement la réalisation de tes rêves pensés. Nous mettons à présent le cap sur l'international pour voir ce qui marque l'essentiel de l'actualité dans la page internationale. Et ce soir, c'est signé Fadital Fimaïga. Bienvenue dans l'actualité internationale d'aujourd'hui. Le président français Emmanuel Macron a officialisé ce jeudi 3 mars sa candidature à un second mandat dans une lettre aux Français publiée sur les sites des quotidiens de la presse régionale. La Maison-Blanche a publié un document qui détaille sa nouvelle stratégie de lutte contre le coronavirus alors que la vague Omicron semble passer. L'administration Biden prend acte du desserrement des restrictions sanitaires mais veut rester vigilante aux conditions de trouver des financements. Au 8e jour de l'invasion russe en Ukraine, l'Ukraine a confirmé la prise de Kherson par l'armée russe. De nouveaux pourparlers ont eu lieu. Le principe de l'organisation du couloir humanitaire a été décidé. La ville de Mariupol est quasi occupée du monde et subit de nombreux bombardements. Et enfin, les marchés russes continuent d'être bouleversés par les sanctions imposées après l'invasion de l'Ukraine. Pour Moscou, contourner ces sanctions pourrait passer par la monnaie chinoise, sachant que les actifs en yuan de la Banque centrale russe sont évalués à 80 milliards de dollars. Retour chez nous au Mali pour parler des sports avant de refermer ce journal et plus précisément, nous parlons du bilan des aigles du Mali à la CAN Cameroun 2021. La participation des aigles du Mali à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 n'a pas comblé les attentes. Bilan fastidieux chez les uns et peu élogieux chez les autres. Les raisons de la déroute de notre équipe nationale ont été soulignées au cours d'un point de presse séjour au siège de la Fédération malienne de football FEMAFOOT. Suivons les impressions des premiers responsables de l'instance sportive au micro d'Amadou Kouyaté. Comment faut-il, si je peux m'exprimer ainsi? La première faute, elle a été une faute technique. Technique, parce que nous n'avons pas peut-être pu combler vos légitimes aspirations. Pour ce qui concerne la Coupe d'Afrique, là, je crois que le premier jour où on m'a fait appel, je me suis assumé à 100%. J'avais demandé pardon déjà à tous les droits et pardon au peuple malien à travers eux également. Et je profite de l'occasion devant vous pour réitérer, pour dire fond de cœur mon pardon sincère à tout le peuple malien qui a été sérieusement déçu par la prestation de notre équipe nationale. Ça, c'est du fond du cœur. La tristesse au niveau des joueurs, au niveau du staff qui les dirige, était autant profonde que nous ne pourrons pas vous décrire les sentiments dans lesquels nous nous sommes plongés immédiatement après cette défaite. Donc, cette première faute, nous l'avions, nous l'assumons et nous demandons pardon à tout le peuple sportif malien. La deuxième faute, certainement, ce qui a encore créé l'abcès, c'est cette interview par une radio de chapelle étrangère. Au cours de l'interview, il y a eu des mots. Peut-être que si vous
ceux qui n'ont pas écouté l'entièreté peuvent écouter, qui ont été interprétés. Donc c'est vrai, c'est des mots que j'ai dit, que j'ai prononcés, et je ne veux pas faire autour de ces mots des détails, puisque j'ai heurté effectivement la conscience de plusieurs manières, et encore une fois de plus, d'après les Bambara, Bolo Benko, on est sur la nom de Laurent Moumgachina, de M. Farama Probatan. Je demande encore une fois de plus, à la femme, à la femme, à la femme, à la femme. C'était là les éclairages de Mohamed Magasouba, sélectionneur des Aigles du Mali, sur la participation des Aigles du Mali à la CAN Cameroun 2021. Et c'est ce qui met fin à ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. J'ai été heureux de vous le présenter. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous. Bonsoir. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali. M7 TV, les 7 jours qui font le Mali.